tous, merci d'être venus. Donc, je m'appelle Bogdan, je suis journaliste à Numérama. On va parler des gens sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, les cybercriminels. Merci à eux s'il y en a dans la salle. Et ceux qui en parleront le mieux au moment où ces cybercriminels sont un peu sous pression. Ce sont les experts ici qui sont à ma droite et je vais les laisser se présenter. Bonjour tout le monde, faites-moi signe si le micro ne fonctionne pas. Livia Tiberna, je suis analyste en renseignement sur la menace cyber chez Sequoia.io, qui est une entreprise française de détection sur les menaces. Et donc je fais partie d'une équipe de recherche et analyse, l'équipe Threat and Detection Research, qui justement alimente notre solution en renseignement sur la menace. De mon côté, plutôt spécialiste cybercriminalité et notamment ransomware. Bonjour, je m'appelle Cody Barrow. Je ne parle pas le français, donc je vais essayer de suivre un petit peu. Je travaille pour Eclectic IQ, qui est une plateforme de détection des menaces qui est basée aux Pays-Bas. Et là, je suis vice-président de la section intelligence et stratégie en ce moment. Je viens vers vous aujourd'hui en tant qu'Américain. Pour les 20 dernières années que j'ai passées dans cette industrie, dont la moitié ont été passées dans le Pentagone, aux États-Unis, avec le service de commande spécial. Et je vais donc apporter un petit peu des idées sur les institutions concernées, ainsi que sur notre compréhension de tout ce secteur au fil de cette heure avec vous. Alors, bonjour tout le monde, Karim Abilama. Moi, je suis responsable de l'équipe technico-commerciale à NetWitness. Je m'introduis en français, mais je vais quand même faire la session en anglais. NetWitness, c'est une plateforme de détection de menaces et de réponse aux menaces. Et on a une équipe Incident Response. C'est une boîte qui a été créée dans les années 90 par justement une mission secrète au niveau du gouvernement des États-Unis pour justement faire des investigations du type Network Forensics et qui a évolué pour être une plateforme XDR récemment. Donc j'aurai le plaisir et l'honneur de partager avec vous sur ce sujet-là. Merci. Vous l'aurez compris, ça se fera un peu en français, un peu en anglais. Je pense que il y en a quelques-uns qui ont les casques si c'est plus difficile pour vous. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que il y a eu un petit changement, si on peut dire, dans le milieu des cybercriminels, avec des arrestations, des piratages de sites. Et nos experts qui sont ici, c'est quelque chose qu'ils suivent au quotidien. Je pose mes premières questions en anglais. Let's start with you, Karim. Donc, commençons avec vous, Karim. Quelles sont vos observations au fil de la dernière année en termes de ces activités des leaders de ces groupes criminels? Cela a été vraiment une année intéressante à ce niveau-là. Les gangs de ransomware sont très gros et très influents et très connus. Nous élaborons des recherches spécifiques au fil de la dernière année et sont motivés financièrement. Et ce que nous remarquons également, c'est qu'ils sont militarisés par des équipes spécifiques. Et un des éléments clés que nous avons remarqué, et ce qui a changé ces dernières années, c'est leur mode d'organisation. D'un côté, ils partagent beaucoup d'informations et ils sont beaucoup plus structurés. De l'autre, ils partagent aussi leurs informations et à travers des systèmes de fusion, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui est assez effrayant à ce niveau-là. Ça, c'est un des éléments clés, mais d'autre part, ils vendent davantage leur toolkit, qui sont connus comme des services en quelque sorte de ransomware.
Donc en gros, ils diminuent leur entrée, les modes d'entrée, afin d'accélérer la prolifération du ransomware, et c'est vraiment à échelle beaucoup plus rapide. Ça, c'est une des observations que nous avons perçues ces dernières années. Et un autre élément clé, ce sont les techniques. Les stratégies en tant que telles se sont modifiées au niveau des tactiques, des techniques, au niveau également de l'évolution. Nous avons des gangs connus dont nous avons entendu parler dans les nouvelles. Ce sont des gangs que nous suivons activement. L'année dernière, vous avez sans doute entendu aux nouvelles, il y avait le programme dit Bug Bounty. Un Bug Bounty, un programme à valeur de plusieurs millions de dollars. Et il y a définitivement un changement en cours, une évolution. Il y a aussi des modes d'extorsion, des techniques, des tactiques qui sont utilisées ces dernières années. C'est une tendance qui continue en ce sens. Merci, Karim. Cody, est-ce qu'on peut dire qu'ici, ils ont franchi une ligne rouge à ce niveau-là? Je dirais que oui et non. Il n'y a pas de ligne rouge formellement, mais nous avons remarqué une forme d'acceptation généralisée aux États-Unis, le secteur dans lequel j'ai travaillé. Toute ransomware qui cible des infrastructures clés, qui a été menée par la directive 21 en 2013, il me semble. De facto, c'est la ligne rouge franchie en 2021. Un certain nombre d'entre eux ont évolué, comme vous l'avez sans doute, vous vous souvenez sans doute. Et c'est vraiment la part sombre du marché. Donc, ils ont fermé GBS et Colonial Pipeline. Je me souviens plus si c'était exactement dans cet ordre-là. Mais en tout cas, de facto, les lignes rouges ont été franchies de l'administration Joe Biden. Joe Biden a ensuite fait communiquer un avertissement et que l'on estime être relié et complice d'une certaine façon de ces opérations, de ces modes d'opération. On ne cible pas forcément ces secteurs, ces 16 secteurs clés. Ces 16 secteurs clés représentent tout du secteur de la santé, en passant par l'énergie. Et tous ces secteurs sont dans le cadre de l'infrastructure cybersécurité des États-Unis. Ensuite, nous avons remarqué que les FSB russes ont été arrêtés et un gang en particulier a été arrêté. Et voilà tout. Cela nous a montré que la Russie était faillible, qu'il y avait une possibilité d'arrestation. Ce que je pense, c'est que d'après ce que j'ai lu récemment, des Russes qui sont membres de ces groupes malveillants, leur arrestation et toute la procédure judiciaire s'est arrêtée. Et le tribunal russe n'a pas pu apporter davantage de pièces à configuration. Donc c'était seulement dans le moment immédiat en quelque sorte. Donc, autre chose sur la ligne rouge de facto, en 2021,
le bureau de contrôle des actions, qui est une entité subordonnée à la trésorerie, ils ont publié un guide selon lequel donc on n'est pas forcément sanctionné pour des sommes qui ont été payées au niveau de la ransomware. Donc en ce qui concerne la pénalisation des ransomware, il y a une réelle évolution et c'est quelque chose qui aura un impact certain. Livia, vous qui travaillez aussi sur ces groupes, et on a vu que pour se faire arrêter, parfois ça tient un peu à rien. À quel point l'erreur humaine est importante pour déceler le cybercrime, ou du moins pour trouver l'acteur derrière tout ça? Effectivement, le facteur humain, il devient de plus en plus important pour toutes les menaces cybercriminelles, mais ransomware notamment. Alors là, il faut vraiment faire la distinction entre les menaces dont on parle aujourd'hui, parce que si on se concentre sur les ransomware, il y a d'un autre côté les ransomware qui s'autopropagent, donc où il y a une très faible implication humaine. Le sujet d'aujourd'hui, c'est plus les ransomware qui agissent en tant que ransomware as a service, donc les groupes qui s'organisent vraiment en cartel et qui ont une répartition interne très précise, une optimisation des tâches qui sont pour la plupart russophones. Et donc, c'est ces groupes-là qui impliquent vraiment une très forte value humaine derrière, c'est-à-dire que c'est des ransomware human operated, des personnes qui administrent ça derrière. Ça veut pas dire que... C'est pour ça aussi qu'il y a la question du ciblage qui se pose. Est-ce qu'il cible ou il cible pas? Eh bien, quand on se dit tant que il y a une personne qui se rend compte dans quel réseau elle est entrée, voilà le discours de on n'a pas su, on a attaqué un hôpital mais on n'était pas conscient, ça marche plus. Mais ce qui fait donc ressortir la question de l'erreur humaine et du facteur humain et effectivement de ce qu'on peut voir nous en source ouverte ou des informations qu'on peut avoir des fois. La majorité des opérations d'arrestation ou voilà qui viennent des forces de l'ordre, ils se reposent sur ça. Et c'est plutôt naturel. Et nous aussi, en tant que victimes de cyberattaques, c'est les vulnérabilités humaines qui nous font malheureusement très souvent tomber dans ce piège. De leur côté, c'est pareil. On mise sur ça. Les forces de l'ordre très souvent ont mis sur ça également. Et puis voilà, faut vraiment c'est human behind ransomware. J'aime bien ce slogan parce que dans le temps, c'est ce qui nous permet aussi de détecter des TTP, donc des techniques qui sont caractéristiques à certains groupes, puisque c'est un modèle très lucratif. Donc, quand même, ils utilisent à peu près tout le temps les mêmes techniques, les mêmes points d'entrée dans les sociétés, parce qu'on est sur un modèle qui doit marcher en masse, rapidement, qui doit avoir des effets sur le court terme et rapporter le plus d'argent. Donc c'est des groupes qui n'ont pas vraiment le temps alors c'est les plus développés qui le font, mais la plupart, voilà, ils misent vraiment sur cet effet de masse, d'optimisation, de techniques à très grande échelle. Et c'est là, justement, qu'il y a l'erreur humaine qui peut intervenir parce que c'est pas des choses qui sont automatisées à 100%, ça peut pas l'être. Donc voilà, c'était une très longue réponse pour dire oui. Vous disiez on peut compter sur ça, enfin du moins les forces de l'ordre pouvaient compter sur ça. Est-ce qu'on peut compter sur les groupes pour faire tomber un autre groupe? Je me rappelle d'un message sur un des forums très connus et que vous suivez aussi, d'un membre de Logbit qui avait répondu « Tu verras ». Alors, si je me rappelle bien, c'était un membre de Revil. Et le lendemain, il y avait Europol qui tapait à sa porte. Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un groupe fasse tomber un groupe rival? Ça serait des suppositions, hein. On peut avoir des discussions très longues à ce sujet. Effectivement, quand on suit les groupes ransomware et ce qu'ils disent sur les forums cybercriminels, parce que c'est un peu leur plateforme d'échange pour la plupart, on voit par exemple certaines rivalités entre le groupe Logbit et le groupe Black Hat. Mais voilà, ça se limite à certaines déclarations des fois très fortes qu'on n'a pas vraiment moyen de vérifier. De notre observation, ce n'est pas forcément ce qui fait tomber les groupes ransomware. Et au contraire, ça peut paraître étonnant, mais il y a une certaine coopération entre les groupes. L'évolution qu'on voit dernièrement, c'est que si au début, il y a 2 ans, les groupes voulaient garder une structure interne assez distincte de celle d'autres groupes, c'est-à-dire qu'un affilié pouvait
pas vraiment ou c'était pas bien vu qu'il travaille pour deux groupes différents ou qu'il déploie deux ransomware différents. On le voit un peu moins, cette restriction aujourd'hui. Ça fait ressortir un peu la question des affiliés et nous, ça nous impacte un peu dans notre suivi parce que le suivi des groupes en tant que groupe, ça fait un peu moins sens aujourd'hui. La question se pose de est-ce qu'on ne devrait pas suivre les affiliés surtout. On commence à avoir de plus en plus de données publiques qui parlent des personnes, des affiliés. Donc un affilié, c'est la personne qui va acheter clé en main un logiciel malveillant et qui va le distribuer. Eh bien, on voit de plus en plus de témoignages des affiliés justement qui déploient à 2, 3, voire plus ransomware différents et dans leur règlement interne, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Vous pouvez continuer hein, si vous voulez. Oui, non mais allez-y. Juste un des cas intéressants. Non, pas le bon bouton. Ok, Cozy, one of the interesting case this year. Un des cas intéressants cette année était les sites à haute valeur. Ils n'ont pas été arrêtés, mais ça a un impact assez net. Une forme de grève en quelque sorte. Est-ce que cela veut dire que des groupes de ransomware sont assez actifs en Russie? Il y a un peu de vérité à cela. Je pense qu'ils sont vulnérables. Je pense qu'ils sont vulnérables même en Russie. Je pense que les groupes de ransomware, les membres des groupes de ransomware sont plus en sécurité en Russie car les autorités, tout comme la réponse précédente, sont résistantes, résistent aux arrestations. Et tout particulièrement, si l'on ne se centre pas tout d'abord sur les membres, les ex-membres de l'URSS, qui attirerait la colère des autorités et du président, c'est ce que l'on a appris. On a aussi également appris que dans une autre instance, il y a des conséquences très nettes à long terme, des conséquences très lourdes qui reflètent comment la leçon de Hive, par exemple, la ligne rouge de facto que nous avons abordée précédemment n'est pas très claire. Cela veut dire que maintenant les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni ainsi que les Pays-Bas et d'autres pays alliés vont réagir. Maintenant, cela ne veut pas forcément dire qu'il y a des changements en termes de la manière avec laquelle le gouvernement russe réagit. L'administration aux États-Unis vient de publier sa stratégie de cybersécurité à travers un bureau qui a été établi, qui a été fondé en 2021. Ils peuvent maintenant faire valoir une autorité plus forte. Précédemment, on avait tendance à percevoir les ransomware comme un problème de facto de crime criminel. Il y a un certain nombre de régulations qui montrent que c'est aussi un problème de sécurité nationale. Si l'on examine par exemple le terrorisme, c'est un défi qui est au-delà des autorités criminelles classiques. C'est au-delà des instances d'intelligence. Ransomware, c'est uniquement un cas criminel. Aux États-Unis, il y a une loi, ou plutôt une succession, une série de lois qui permet de faire opérer les autorités uniquement pour les problèmes de fonds criminels. Maintenant, le ransomware est un problème de sécurité nationale. On peut donc faire valoir les opérations militaires ainsi que les autorités d'intelligence. Est-ce que l'infrastructure est sûre en Russie? Je pense que l'infrastructure est moins sûre. Les acteurs pourront être arrêtés par-delà les frontières de la Confédération russe.
Et cela englobe aussi les But États for the qui most sont part, sous I do not influence think russe. that we've seen much Je ne pense or pas enough significant que l'on ait change vraiment réalisé to say that they're no longer safe de inside of Russia. changements qui nous permettent de dire qu'ils Karim, sont vulnérables en do you have any Russie. recommendation against this group which are Karim, est-ce que vous still avez des safe in recommandations en termes de ces groupes qui sont encore en sécurité en Russie? We do a lot of job in terms of Nous travaillons at beaucoup Netwitness in terms of kind of helping en termes organizations of d'aide all sizes, right? So, aux from, organisations, critical infrastructure to des non-critical infrastructures infrastructure as well. critiques, mais aussi des infrastructures Kind of moins lourdes. really, investigate, Nous œuvrons pour data breaches, and a mener lot des of this enquêtes is ransomware related, et right? So, la plupart de ces secteurs one of the d'activité sont vraiment latest, reliés à la ransomware. investigations that our Une des incident response group enquêtes has actually conducted que nous avons menées était pour les modes de jeu en ligne. Et nous percevons une vraie sophistication de la ransomware. Il y a vraiment un mélange de sophistication en termes du mode de paiement. Il y a aussi l'accès initial qui est assez basique en fait. C'est encore spear phishing, abus de chaînes dites légitimes qui sont utilisées dans le cadre de l'organisation. Donc nous avons ces gangs de ransomware qui fleurissent. Il y a beaucoup d'efforts en termes de régulation juridique, d'un point de vue juridique, mais il ne faut pas oublier que ces efforts prennent du temps. Donc poursuivre un groupe de ransomware dès sa période de production, d'initialisation, jusqu'au moment où l'on peut les suivre et les traquer, cela prend du temps. Donc toute cette durée de temps, il y a tout un processus d'élaboration de ces ransomware et ça prend plus de temps. Dans certains cas, cela prend plusieurs années. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider les organisations à comprendre de fond le tracé, le suivi de ces ransomware, de ces groupes. Il y a bien sûr nos suspects typiques, habituels. Il y a par exemple des infrastructures backup. Il faut que l'infrastructure de backup soit isolée. Il faut tester les modes de récupération. Il y a aussi un certain nombre de vulnérabilités. Ce n'est pas toujours facile à élaborer. Si vous êtes une entreprise plus large, il y a de fortes chances qu'il y aura des lacunes. Au moment de ces périodes de traquage, nous avons détecté des traces de Conti, un groupe avec une affiliation russe très claire. Il y a réellement une forme de technique d'extorsion dupliquée, en double. Donc des modes de chantage, donc des menaces qui ont été exprimées, de publier des données, de rendre publiques ces données. Nous avons travaillé là-dessus pendant plusieurs mois et ce qui a aidé notre groupe, c'est la visibilité. La plupart des organisations ont un manque de visibilité, c'est ça qui se passe. Et ces lacunes de visibilité existent réellement aujourd'hui. C'est ce que nous remarquons dans nos réseaux, dans nos endpoints. Il y a toujours des lacunes et ce n'est pas possible de déployer des technologies pour obtenir cette visibilité. C'est ce que nous avons conseillé aux organisations en termes de meilleures pratiques, des pratiques qui doivent être suivies, notamment au niveau de la détection, afin d'être mieux préparés à se prémunir des attaques. Sur la part du défense, il faut être vraiment très clair et toujours avec beaucoup de précision et de justesse. On a aussi des groupes de ransom qui sont à plus grande échelle. Livia Cody parlait tout à l'heure on peut imaginer que ces cybercriminels ne pourront plus aller en vacances autre part. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de hackers russes sur la Côte d'Azur, en Méditerranée cet été? Ou est-ce qu'ils ont plus de soucis sur les forums, par exemple, pour recruter, notamment les affiliés?
Eh bien, on reste sur l'écosystème russophone, puisque c'est l'écosystème qui est directement impacté par cette évolution. Effectivement, pour le contexte, on pourrait rappeler le fait que dans l'espace ex-soviétique, et notamment en Russie, on observe qu'il y a une certaine règle non écrite qui est tant que les cybercriminels ne touchent pas nos réseaux à nous, on va pas trop s'intéresser à eux en tant que force de l'ordre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'un écosystème plutôt fermé, où la règle de camaraderie fonctionne toujours. Donc, quand on va chercher des affiliés, ces groupes russophones vont chercher toujours des russophones, ou voilà, au moins des gens qui sont issus de la même région, des pays ex-soviétiques. Ça se voit dans le ciblage également. La plupart des groupes ransomware as a service aujourd'hui, ils vont pas toucher aux pays de l'ex-Union soviétique. Petite parenthèse, l'Ukraine en fait partie et étonnamment, ça n'a absolument pas changé depuis un an, depuis la guerre en 2022. Mais voilà, ce qui fait que cette protection, elle fonctionne tant que les cybercriminels restent en Russie ou dans d'autres pays ex-soviétiques. De notre côté, on a vu des échanges au début de la guerre quand ils se disaient, eh bien, on est un peu pris entre deux risques. D'un côté, il y a la mobilisation. Là, si on parle de Russie, par exemple, et sachant que pour la plupart des cas, il s'agit des personnes qui n'ont pas de travail équivalent dans le côté légitime du marché du travail. Donc, ils tombent plutôt sur cette loi de mobilisation. Évidemment, il n'y avait pas grand désir de leur côté de partir faire la guerre. Et d'un autre côté, pour échapper, parce qu'ils font la plupart, c'est partir ailleurs, en Turquie, en Iran. Sauf que pour quitter la Russie, encore une fois, si je prends cet exemple, il y a les forces de l'ordre internationales qui risquent de tomber dessus. Et pour pas rester que la Russie, on peut donner un autre exemple de l'Ukraine et de l'infostealer Raccoon. Donc c'était un opérateur qui distribuait un logiciel malveillant doté de capacités de vol d'informations. Une menace russophone comme la plupart, mais on n'avait pas beaucoup d'informations sur où il est localisé. Et à un moment donné, très rapidement après le début de la guerre, ses camarades ont écrit sur les forums, on arrête un peu nos activités parce que on a perdu un de nos collègues, possiblement en lien avec la guerre. Donc, petit step back de l'activité de cette menace pour apprendre quelques mois plus tard que l'opérateur en question avait quitté l'Ukraine et a été arrêté aux Pays-Bas pour être extradé ensuite aux États-Unis. Donc voilà, c'est là où on se rend compte des deux côtés de la guerre que les impacts vont vraiment au-delà du numérique, de l'espace numérique et informatique, et que les événements géopolitiques majeurs, ils ont des impacts réels sur l'évolution de la menace, en tout cas sur le court et moyen terme. Et est-ce qu'en Europe, par exemple, avec des règles comme il ne faut pas rembourser les ransomware, est-ce que derrière, ils ont, parce qu'on sait que ça coûte de l'argent aussi d'attaquer une entreprise, est-ce que eux, derrière, il y a un grand chiffre, il y a la baisse des revenus des ransomware, c'est à peu près 40% globalement. Est-ce que ça se sent aussi que maintenant, ils ont besoin de plus d'argent et qu'ils vont taper à tout va plutôt qu'une organisation très ciblée ? Effectivement, et voilà, on revient à la question du ciblage. On reste sur une menace opportuniste. Ça veut dire que elle reste opportuniste pour les portes d'entrée. Donc, on va entrer à chaque fois qu'on trouve une porte ouverte. En revanche, pour exploiter et pour maximiser le gain, les techniques s'adaptent. Elles s'adaptent avec la multiple extorsion, comme ça vient d'être dit, pour quand on a un accès, vraiment en tirer le maximum. Donc, on va pas se limiter que à menacer les victimes avec le chiffrement de données, mais on va les appeler, on va monter des call centers avec des personnes qui parlent toutes les langues du monde et qui vont appeler les victimes, leur mettre la pression. On va appeler, je sais pas, dans une école, les parents et les enfants, les partenaires d'une entreprise, et puis même voilà, les menacer, s'intéresser un peu au RGPD et leur dire si vos données finissent sur notre site de leak, il y a les lois de votre région qui vont vous impacter. Ça se voit également dans la diversification des victimes, de la victimologie. On voit de plus en plus d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut supposer que les victimes payent moins ? En tout cas, c'est ce que les rapports en source ouverte disent.
Est-ce qu'on peut lier ça aux fluctuations du Bitcoin? Parce que finalement, c'est des paiements en Bitcoin, donc faut toujours avoir cet élément en tête également. Est-ce que les entreprises font des backups plus régulièrement? Je l'espère, donc peut-être que le chiffrement leur fait pas autant peur, ou encore la menace peut-être est déjà plus entrée dans le grand public, donc ça, voilà, il est un peu moins mystifié. Ça fait moins d'impact sur la réputation, même si c'est encore toujours le cas. En tout cas, voilà, c'est ce que les rapports un peu disent, que les paiements ont baissé. Une autre hypothèse serait le fait que le groupe Conti, le groupe ransomware qui a été pas démantelé, qui a décidé lui-même d'arrêter leur activité sous la chapelle du nombre de Conti. Est-ce que ça a pris un peu de temps pour les affiliés de se regrouper? Ça a été prouvé d'ailleurs, ils sont partis ou créé d'autres groupes, et c'est peut-être ça qui a créé un peu une baisse des activités, et c'est pour ça peut-être qu'on voit en ce début d'année une reprise des activités des groupes ransomware. Il y a plein d'éléments, quand on n'est pas les forces de l'ordre, on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas faire beaucoup d'attributions et des hypothèses, affirmer ou infirmer des hypothèses, mais voilà, il y a tous ces éléments-là. N'hésitez pas à remettre en question ou compléter si besoin. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de force de l'ordre cette année. Cody, pretty much the same question, but in English. In Europe, we are less strict. En Europe, nous sommes moins stricts en termes de paiement. But we saw that in US, there is more politics about this whole payment. On peut voir qu'aux États-Unis, il y a moins de législation autour de ces paiements. Mais selon vous, quelle serait la législation la plus appropriée? Je pense qu'il y a on observe un changement en Europe aussi également. Pour les directives de sécurité des informations, si j'ai bien compris, je pense qu'il y a des mandats qui sont prévus avec une certaine exposition. Je pense que ce ne sera pas forcément mis en place d'ici 2024, je crois. C'est la même chose aux États-Unis. On a des projets de loi qui sont prévus sur différents secteurs, mais pour le moment, ce n'est pas encore mis en place. Je pense que c'est une thématique assez controversée, et je pense que cela revient à la question des paiements des ransomware. Je pense que le FBI américain a mis en place une politique en disant qu'il ne faut pas payer ses rançons. Je pense que c'est principalement dû au fait qu'il n'y a pas de garantie que vos données vont être débloquées. Les préjudices sont également très élevés si vous payez la rançon. Et si vous payez la rançon, c'est aussi leur donner raison à ces criminels. Je pense que c'est assez complexe. Parce que quand vous avez, par exemple, des écoles qui sont touchées, qui sont ciblées, des hôpitaux, alors oui, là, la thématique est bien plus complexe parce qu'on touche aux droits de l'homme. Donc je pense que le débat est ouvert. Mais je pense que de manière générale, je pense qu'il faut prendre en compte les différentes intentions. Donc il faut pouvoir examiner les données, les informations, les renseignements, les outils, si vous en disposez de certains, mais tout le monde n'en a pas. Et surtout pour les secteurs de l'éducation, de la santé, il manque de ressources, il manque de moyens, et ils sont du coup plus souvent ciblés. Donc je pense que nous tous, que ce soit les forces de l'ordre, nous manquons d'informations, de ressources pour pouvoir résoudre ce problème par nous-mêmes. Mais de mon point de vue personnel, c'est qu'il y a un besoin de reporting, de communication. Je sais que certaines personnes dans le public pensent le contraire, mais je pense que malgré tout, ça reste une bonne chose. Même si ce n'est pas toujours évident pour beaucoup d'organisations.
Est-ce que c'est plus facile aux États-Unis d'utiliser toutes les ressources, de pouvoir compter sur elles? Peut-être qu'on ne dispose pas de cet état d'esprit en Europe. All government resources? Les ressources gouvernementales? Oui. I think that increasingly Je so, pense que c'est le cas de plus en plus. I mentioned earlier, J'en ai with parlé un petit peu the, plus tôt. I guess you could say, formal designation of ransomware as a national security threat. Puisqu'on a désigné les ransomware comme étant une menace à la Intent sécurité behind that nationale, is to allow the US l'objectif, c'est de then pouvoir autoriser leverage les all États-Unis à instruments of avoir national power. la possibilité d'utiliser tous Which les is, instruments pour lutter contre as we cela. know, rather substantial. I do think that Je also pense que obligates the US to, ça oblige or les actually, I wouldn't États-Unis say obligates, I would say a result of that à is that obtenir the des US résultats. also assists allies. Ça nous permet également, ça nous oblige également à évaluer un petit peu nos alliés à travers le I monde. don't see a scenario, for example, Mais de fait, je ne vois pas de there was scénario a similaire ailleurs, group où il y aurait un groupe de that ransomware was scared out of North America qui est peur des États-Unis. Retained Western European targets, Eastern European or Central European targets, and the U.S. thought, okay, hands off. So, in other words, I think En that d'autres termes, probably je pense the whole world que benefits, not to sound like an l'avantage arrogant global, et alors sans American, vouloir paraître but comme I l'Américain think très that arrogant, je all of pense the que resources that dans you can l'ensemble, toutes les leverage for ressources this que will vous be pouvez helpful, mobiliser and we're also vous seront seeing a utiles. lot of international cooperation Et je pense on que this c'est with aussi le the cas pour la French government, coopération internationale Dutch government, avec les gouvernements UK, US, français, everyone, I britanniques, think is really néerlandais. Je focused pense on que this. So it's, voilà, I il faut don't se want to concentrer say sur la it's a collaboration. Alors je ne veux pas non plus dire citer problem l'OTAN, set, because pas dire que c'est un it's problème de really, l'OTAN, it's really, puisque it's really not. And of course, ce you know, n'est NATO pas right now has forcément its le cas, handful et with other l'OTAN a cyber déjà issues beaucoup that à are faire avec somewhat related. d'autres thématiques liées à la But cybersécurité. I think that it's almost a similar Mais je pense analogy qu'on where peut utiliser cette you will see analogie allied participation et qu'il serait bien d'avoir la participation de nos alliés. Si je peux rebondir, Bogdan, sauf si quelqu'un d'autre voulait parler à ce sujet, mais pour redescendre un peu à une vision d'analyste, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit et comment ça se voit de manière opérationnelle, les conséquences de ce type d'initiative. Ça a déjà été évoqué, le cas Colonial Pipeline, l'attaque qui a remonté un peu le sujet ransomware à très très haut niveau. Et justement, c'est à ce moment-là où les autorités américaines ont commencé à parler de ransomware en termes de terrorisme, ce qui voudrait dire qu'une société pourrait plus payer une rançon à un groupe qui serait traité de terroriste. Ça serait absolument impossible et c'est surtout pas l'effet recherché par les ransomware. Donc ce qu'il y a eu derrière, c'est que les groupes ont commencé à systématiquement mettre dans leur règlement interne, dans leur recrutement sur les forums, des mentions sur le fait que les secteurs critiques ne peuvent plus être attaqués. Et c'est le groupe Lockbit, par exemple, qui a ce type de description de ciblage ou non-ciblage pour leur affilié qui est le plus détaillé, avec vraiment voilà, des catégories, des sous-catégories, quel type d'hôpital on peut toujours cibler, quel type d'hôpital on peut plus y aller. Et justement, ils le font un peu pour échapper aux forces de l'ordre et surtout pour ne plus attirer autant d'attention des médias, des forces de l'ordre. Donc même si peut-être opérationnellement, il n'y a pas des takedowns, il n'y a pas des saisies réelles, mais ça les perturbe quand même un peu leur quotidien et voilà, l'impact il est là quand même à moyen terme. Imaginons par exemple Corbeil-Essonnes, c'est l'erreur d'un affilié, on peut dire par exemple. En tout cas, c'est ce que le groupe Lockbit par exemple affirme très souvent. Maintenant, nous on lit ça, on analyse ça, mais à quel point on leur fait confiance, c'est une autre question. C'est possiblement juste un argument pour se décharger de la responsabilité, mais en tout cas, c'est un argument qu'il aime bien avancer à chaque fois qu'il y a une entreprise critique qui est attaquée et que possiblement il y aura des répercussions derrière. Ils envoient les clés de déchiffrement gratuitement aux victimes et puis ils disent il y a eu une erreur, un affilié qui savait pas accuser un stagiaire, comme quoi il était nouveau et il a pas encore lu la charte interne du groupe. Karim, Karim, on peut voir que tous ces groupes évoluent, notamment dans leurs cibles qui visent aussi les petites entreprises. Est-ce que c'est pour faire plus de bruit? Je pense que oui, il est très difficile de spéculer. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ce qui pourrait se passer. Mais aux États-Unis, on a mis en place une liste de sanctions avec des pays à l'échelle nationale qui ne payent pas les ransomware.
Ce qu'on peut voir comme résultat, c'est que les organisations essayent de travailler plus sur le reporting, sur les signalements. Donc ils essayent de signaler tous ces cas, mais ils essaient aussi de se concentrer davantage sur l'amélioration de leur posture de sécurité cybernétique. Donc je pense qu'il y a des actions dans les deux côtés. Et on en a parlé un petit peu plus tôt. Le montant des rançons elles-mêmes et le montant de cas de ransomware diminue. Et je pense que ce qu'on peut observer, et c'est encore une spéculation, ça va peut-être à l'encontre des cibles qui peuvent payer en fait ces rançons. Peut-être que les rançons, elles, vont augmenter, mais on peut déjà l'observer. Au cours des 2 dernières années, les montants des rançons, eux, ont augmenté, et ce de manière très importante. Donc il y a aussi une méthode de réextorsion. Donc on revient auprès de la même victime. Le groupe recible la même organisation qui a déjà payé pour pouvoir obtenir plus de leurs victimes. Donc il y a un mélange de différentes cibles, bien sûr. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que les États-nations qui cachent ces groupes, qui masquent la militarisation de ces activités, perturbent également, cherchent à perturber également. Ils peuvent avoir un ordre du jour, un agenda différent. D'un côté, on peut voir une activité assez lucrative, qui l'est de fait, évidemment. Mais ils ont aussi des objectifs différents, qui est de perturber davantage. On a pu l'observer dans un bon nombre de cas, que ce soit avec Colonial Pipeline ou d'autres groupes. Donc c'est difficile à dire, c'est certain. Donc ils peuvent soit continuer à cibler les proies faciles, soit ils peuvent continuer à cibler des plus gros poissons pour pouvoir augmenter leurs profits dans les rançons. Dans nos enquêtes, nous avons pu observer ces 2 cas, ces 2 scénarios. Donc on a vraiment un spectre total en termes d'activité criminelle. C'est un point de vue très intéressant. Pour la question des reporting, des signalements, si on voit des acteurs de ransomware qui se tournent plutôt de l'autre côté du spectre, en hypothèse, les critères pour les critères de signalement, tout le monde devrait faire des signalements, des reports, et personne ne paie, ou est-ce qu'il y aurait, pourrait recevoir une aide, une assistance quand ils font un signalement? On ne peut pas demander un reporting si vous n'êtes pas en mesure d'aider. Sinon, ça mènerait à une situation particulièrement tragique. Et je pense que ça fait partie de ce dialogue général de signalement. Ce qu'on dit souvent dans le renseignement, c'est que, en moyenne, les criminels s'adaptent. Donc, pour les menaces qu'on définit comme étant des capacités des adversaires qui sont de manière générale intenses, dans tous les cas, nous serons là. Parce que eux, leur objectif, c'est de faire de l'argent. C'est souvent une incitation financière. Parfois, il y a d'autres cas, mais en général, c'est surtout le but lucratif. Il y a toujours cette pensée. Pour la capacité, c'est ce que nous devons essayer de détruire. On a pu voir que certains fonctionnaient mieux, qu'on pouvait mieux se défendre avec une meilleure hygiène cybernétique, avec plus de renforts, avec des procédures de réactivité. Donc il faut pouvoir faire la liste de toute notre aide, de toute notre assistance. Mais aujourd'hui, nos adversaires s'adaptent. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils utilisent la double extorsion. On en a parlé un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent vous victimiser
que vous pouvez avoir de l'aide, des renforts. Vous pouvez vous dire très bien, non, je ne vais pas payer ma rançon parce que je peux y remédier. Et l'étape suivante, c'est qu'ils vous volent quelque chose, par exemple des informations sensibles sur vos responsables, une propriété intellectuelle, des logiciels qui n'ont pas encore été lancés, peu importe. Et ces personnes peuvent vous dire, OK, on va communiquer ces informations et les divulguer, sauf si vous payez la rançon. Donc on voit une évolution de l'activité et quand... J'allais dire hypothétiquement, mais on peut voir aussi avec les malwares qui sont plus agressifs. On en voit de plus en plus. C'est là qu'on observe le plus cette évolution et cette capacité d'adaptation, et c'est là qu'ils sont plus efficaces. J'aimerais juste vous poser une question. Étant donné que le problème c'est l'argent, est-ce que vous pourriez tout simplement frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire le portefeuille, frapper les crypto-monnaies, le bitcoin? On peut voir qu'il y a eu des arrestations de cybercriminels spécialisés sur le financement, sur le mélange de ces crypto-monnaies sur différents comptes. Est-ce que ça fait partie de votre opération pour frapper au moins les plateformes? Alors, j'aimerais juste clarifier un petit peu, donc identifier les propriétaires des portefeuilles, oui, c'est ça. Alors, je vais vous laisser la parole parce que je parle beaucoup. Alors oui, je vais répondre. C'est difficile, c'est sûr. On pourrait en débattre sur les capacités. Je veux être sûr de bien comprendre, c'est donc frapper le portefeuille de la part des forces de l'ordre ou demander à un autre groupe de ransomware. De quel point de vue on parle? Non, c'est que les forces de l'ordre puissent frapper et saisir les portefeuilles des groupes de ransomware. C'est pas facile. Bien sûr, oui, les forces de l'ordre font de leur mieux. Il y a tout un paquet de réglementations qui maintenant sont en place, donc ça commence avec les signalements. Mais pour les forces de l'ordre, il faut exclure aucune possibilité. Donc oui, pourquoi pas cibler les détenteurs de portefeuille. Il y a des défis techniques à vraiment identifier. Surtout pour tout ce qui est crypto-monnaie. Il y a beaucoup de défis techniques à identifier pour identifier qui est le propriétaire, qui est le détenteur du portefeuille. Ce n'est pas à exclure, oui, c'est dans l'ordre des possibilités. Mais pour le moment, tout est possible. Alors oui, je ne suis pas la personne la plus adaptée pour en parler au nom des forces de l'ordre en termes de capacité. Mais voilà, ce qui est sûr, ce qu'on a pu observer avec Ivan et la collaboration entre l'Allemagne et les États-Unis, c'était plutôt le suivi pour pouvoir traquer et retrouver ces groupes de manière classique, dirons-nous, pour cibler ces organisations. Ça, il y a plus de défis à relever pour agir sur la sphère cybernétique. Mais voilà, c'est quelque chose qui est ouvert au débat, bien sûr. Ce sont des points de vue, en tout cas, c'est le mien. Et puis, je pourrais compléter pour dire, alors je n'ai pas la réponse de comment faut-il faire, mais est-ce qu'il faut le faire? Absolument. Et moi, j'aime bien vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, on est sur une menace qui se professionnalise et se spécialise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ransomware, c'est pas pour rien, c'est la menace qu'on voit un peu le plus, qui fait les unes, voilà, qui fait des victimes critiques, ça sort beaucoup dans le grand public, c'est une menace qui est de plus en plus visible par tout le monde. Mais c'est un peu vraiment le pic de l'iceberg. Derrière, il y a tout un écosystème qui est hyper interconnecté. Ça commence souvent par des infostealers qui volent des données, puis qui les mettent à disposition d'autres acteurs, qui sont les initial access brokers, qui exploitent ces données pour établir un accès initial. Une fois cet accès initial établi, ils les vendent aux acteurs ransomware,
qui eux vont déployer voilà, le malware, le ransomware, qui vont exfiltrer des données, qui peuvent revendre encore ces données. En même temps, les ransomware utilisent des services de mixeur, de transfert de crypto-monnaies, pour ensuite ces rançons qui sont reçus en Bitcoin, il faut qu'elles soient blanchies. Il y a tout un écosystème derrière qui fait ça. Donc effectivement, adresser que la menace ransomware, qui est la finalité de cet écosystème un peu, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais on le voit de plus en plus, heureusement. On a eu, pas plus tard qu'avant-hier, la saisie de Genesis, qui était une place de marché cybercriminel, avec, là, ils ont donné un peu de détails après la saisie, des millions, je pense dizaines de millions de machines infectées en temps réel à chaque fois. Effectivement, je ne peux que confirmer que adresser toutes les étapes et s'intéresser du début à la fin et du début idéalement le plus tôt possible à cet écosystème, ça serait mieux et on ne serait pas arrivé à autant d'attaques ransomware. Yeah, so I think there is a oui, je pense webcomic that some of you have most likely seen from il y a un XKCD, document, je pense que vous l'avez tous vu sur XKCD. There's no joke that the US National Security Agency, l'agence de la sécurité nationale américaine essaie d'identifier la personne qui utilise ce chiffrage, cet encryptage, pour pouvoir le décrypter, craquer les différents codes quantum computing, something like that, versus sur un ordinateur quantique par rapport à la CIA. Steal the key and then unlock Ce it qu'il a réussi à faire, c'est voler la clé et la verrouiller. Et je pense que ça s'applique un peu plus ici. Vous verrez, on peut voir que les autorités sont très intéressées pour dévoiler qui est derrière le portefeuille. Mais si vous utilisez tous les instruments, toute les ressources des gouvernements occidentaux, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi d'autres moyens de savoir qui a accès au portefeuille sans pour autant dévoiler qui le détient. Je pense qu'on peut deviner qui sont les acteurs principaux et les arrêter ensuite. Mais on fait toujours face aux mêmes défis. C'était le cas par exemple à ceux qu'on peut observer dans la Fédération de Russie, d'autres défis. Mais je pense que malgré tout, il y a des entreprises qui sont très efficaces dans l'application de méthodes mixtes. Highly skilled research that all three of our teams do to figure out c'est ce que fait notre équipe pour essayer de comprendre pour identifier qui sont les personnes derrière ces portefeuilles. Et c'est très difficile. Monero, for instance, c'est pas facile, par exemple, quand ils utilisent Monero. Unmask, maybe it's achievable, mais ça peut être faisable, mais bon, pour le moment, ce n'est pas de notoriété publique. But there has been more success with this. Mais ça a été il y a de plus en plus de succès là-dessus. Il y a l'affaire très connue de Score aux Pays-Bas en 2019, où l'université de Maastricht a été verrouillée, et donc ils ont payé la rançon. Je crois que c'était entre 40 et 50 000 euros. Et l'an dernier, le grand public, les services de protection publique néerlandais ont découvert comment ils pouvaient rembourser cela. Et du coup, la rançon, elle, a augmenté. Donc je veux être très clair, ce n'est pas un jeu. Les dépenses, les dommages liés à la réputation, l'humiliation, toutes les conséquences qui sont liées ne valent pas le coup de payer la rançon. Mais je pense qu'en travaillant, en collaborant tous ensemble, nous serons de plus en plus efficaces. Merci beaucoup à vous trois. Et je pense que vous partagez mon point de vue. Il nous reste encore quelques minutes, donc si vous avez des questions parmi le public, n'hésitez pas. Non ? Merci.